Il me fait grand plaisir de vous accueillir lors de cette quatrième session de la série d'ateliers intitulée Démystifier l'usage des mégadonnées dans les sciences sociales. Donc, comme on a un horaire très chargé et que c'est la quatrième session, mais comme c'est la première fois qu'on est live dans LinkedIn, je vous fais un petit mot de bienvenue. On vit dans une période très stimulante en sciences sociales et humaines. La multiplicité des données auxquelles on a maintenant accès et puis la capacité des ordinateurs constitue d'une certaine façon un embarrassement de richesse pour utiliser un terme qu'on utilise souvent en économie. Donc, le potentiel de recherche est énorme. Donc, ce tsunami de données-là force aussi une transformation numérique des sciences sociales. Et aujourd'hui, le sujet de la table ronde qu'on va avoir avec 4 experts du sujet porte sur les méthodes et les outils pour analyser cette quantité de données immense-là. Donc, comme on est live sur LinkedIn, je vais remercier chaudement le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour la subvention Connexion qui nous permet de financer cette série d'événements-là. Et je tiens aussi à souligner le travail énorme de Davide Pulizzotto, qui va être un peu notre animateur aujourd'hui, et de Laurence Solar-Pelletier. On leur doit une fière chandelle pour cette série d'événements-là. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Davide Pulizzotto qui va faire, dans le fond, l'hôte de cet événement. Donc, Davide, à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Et alors, encore merci Catherine, puis merci à vous tous d'être présents et surtout un grand merci aux invités d'aujourd'hui qui ont accepté de participer à cette table ronde. Donc, on va parler des méthodes, mais surtout des interconnexions entre différentes méthodes et différentes approches d'analyse des données en sciences sociales et en sciences humaines et sociales. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame professeure Hélène Didot-Delorue, qui est professeure à l'école de gestion à UQAM. Et elle est aussi titulaire de la chaire de gestion des projets. On a le professeur Marc Fredette, qui est professeur à l'HEC de Montréal. Il est aussi cofondateur de Cube, une plateforme d'analytique, collaborateur de la chaire de recherche industrielle CRSNG Prompt en expérience utilisateur, membre du comité de direction de Tech3 Lab, etc. Donc, merci à M. Fredette. On a aussi M. René Morissette, qui est un économiste à Statistique Canada, nous porte son expérience de cette grande institution qui est Statistique Canada. M. Morissette a une grande expérience dans l'analyse des microdonnées en sciences sociales et aussi il a une grande expérience en enseignement de l'économie et de la statistique. Donc, merci, M. Morissette. Et puis, M. Christian Bourque, qui est vice-président exécutif à Léger Marketing, qui est une entreprise de sondage et de recherche marketing qui agit, je crois, à l'échelle canadienne, même plus. C'est ça, exact. Et voilà, et il nous porte son expérience à Léger Marketing. Il est là depuis 1999, mais il fait aussi autre chose. Il est analyste de tendances à Radio-Canada et il enseigne méthodologie de recherche à l'Université de Montréal. Alors, merci à vous quatre. On aurait dû avoir Madame Hélène Sicotte, mais pour des problèmes personnels, cause de force majeure, malheureusement, elle ne sera pas avec nous aujourd'hui. Donc, très rapidement, je passe vraiment au centre et à la première question. Une petite intro que je voulais donner, c'est juste pour introduire le public vers le sujet. On parle des données, des méthodes d'analyse des données en sciences sociales. Évidemment, la grande dichotomie, c'est entre les données
qualitatives, qui d'une certaine manière ont une nature descriptive et sont exprimées par le langage naturel, et les données quantitatives qui, par contre, véhiculent des informations qui sont exprimées par des valeurs numériques. C'est la grande dichotomie. On va voir si cette dichotomie va tenir encore la route à la fin de cette table ronde. Et donc, on va essayer d'aborder ces questions avec nos experts. Première question pour vous quatre. Je vais commencer pour le moment avec M. Morissette, Mme Delerue par la suite, M. Fredette et M. Bourque à la fin. Une question pour vous quatre, mais qui en réalité c'est une question ouverte, dans le sens que vous nous amenez un peu votre expérience. Mais la question en soi, c'est qu'est-ce que ça veut dire méthode d'analyse et comment vous décrirez aujourd'hui les méthodes d'analyse qui existent en sciences sociales et en sciences humaines. Donc, M. Morissette. Merci, David. Pour moi, une méthode d'analyse, c'est comme un outil qui permet de répondre à une question de recherche précise. Alors, l'analogie que je donne souvent, c'est que le chercheur arrive avec une bûche de bois et ses ciseaux à bois sont comme les outils, sont la méthode d'analyse qui va lui permettre de voir la sculpture ou l'histoire qu'il y a derrière le tronc d'arbre comme tel. Donc, c'est un outil qui permet de répondre à une question de recherche précise. La question de recherche peut être de trois types. Elle peut être de nature descriptive, par exemple. C'est une question de recherche où l'on cherche à décrire des faits. Par exemple, quel est l'écart salarial entre les hommes et les femmes présentement au Canada? Donc, on essaie de décrire un fait. Un deuxième type de question de recherche est une question de recherche de nature causale, c'est-à-dire on essaie d'identifier et parfois de quantifier une relation de cause à effet entre une variable d'une part ou un ensemble de variables et le phénomène étudié. Par exemple, une question de recherche causale pourrait être quel est l'impact du salaire minimum sur le niveau d'emploi des jeunes au Canada? Ou quel est l'impact d'augmenter les bourses étudiantes sur la fréquentation universitaire des étudiants provenant de familles à faible revenu? Donc, un deuxième type de recherche, de questions de recherche de nature causale, et finalement, un troisième type de questions de recherche qui est de nature prédictive, où l'on essaie de prévoir de la meilleure façon possible un phénomène. Par exemple, on pourrait dire quelles sont les variables ou l'ensemble de variables qui prédit le mieux, par exemple, une intégration réussie des immigrants sur le marché du travail au Canada. Donc, trois types de questions de recherche descriptives, causales et prédictives. Et pour chacune de ces questions de recherche-là, il y a différentes méthodes qui sont appropriées comme telles. Et je vais m'arrêter là-dessus. Madame Delerue. Alors oui, ben, évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Donc, pour résumer, moi, je dirais qu'une méthode d'analyse, c'est une manière rigoureuse de collecter, de comprendre et de tirer des informations de données. Donc, de données brutes qui peuvent être des chiffres ou des mots, sachant que quand on part sur des mots, la transformation des mots en chiffres est plus aisée que la transformation des chiffres en mots qui est finalement presque impossible. Mais je dirais que l'ensemble des différentes méthodes aujourd'hui ont évolué avec l'évolution des connaissances dans d'autres disciplines. Moi, je suis en sciences de gestion, finalement, en management, et cette discipline-là fait appel à des méthodes qui proviennent d'autres disciplines, notamment donc les outils statistiques qui servent de base aux méthodes quantitatives,
donc des méthodes qui s'appuient sur des données numériques, sur des chiffres. Ces outils ont eux-mêmes évolué et sont associés au développement d'autres disciplines telles que l'informatique, qui a permis donc le développement de logiciels et qui finalement permet la démocratisation de l'ensemble des méthodes tant quantitatives que qualitatives. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on voit au niveau des méthodes peut-être une frontière qui devient de plus en plus floue pour entrer dans ce sujet-là, entre les méthodes d'analyse qualitative et les méthodes d'analyse quantitative, frontière qui en fait était très marquée il y a quelques années, puisqu'on avait les chercheurs dits qualitatifs et les chercheurs dits quantitatifs, c'est-à-dire ceux qui appliquent des méthodes qualitatives, ceux qui appliquent des méthodes quantitatives. Et aujourd'hui, on voit apparaître l'usage d'outils qui, des fois, constituent eux-mêmes des méthodes de recherche qui allient à la fois des données qui étudient, en fait, qui analysent à la fois des données quantitatives et des données qualitatives, puisque en parallèle, il y a des logiciels spécifiques qui se créent et qui permettent l'application de ces outils dans d'autres disciplines. Donc, le tout, toute cette évolution résulte donc de recherches qui émanent de plusieurs disciplines. Et je donnerai quelques exemples à la fin de méthodes qui, en fait, s'appuient tant sur des données qualitatives que quantitatives. Et alors, Monsieur Fredette, merci Madame. Bonjour à tous. Clarifions tout d'abord, je suis professeur au HEC, mais je suis statisticien de formation. Donc, de un, si ma réponse va ressembler beaucoup à la réponse de M. Morissette de Statistique Canada, et aussi toutes mes interventions seront affreusement quantitatives, ayant par des formations professionnelles, travaillant un peu dans le qualitatif. Je trouve ça intéressant comme question, puis je me rends compte que nous, les statistiques, parfois, on ne fait pas assez l'effort de bien faire la distinction entre l'outil, la méthode, la donnée, et même souvent, je vous dirais, les professeurs, on est très orienté outils. Quand on crée des cours, on dit « Ah, je vais faire un cours pour l'outil de régression, l'outil du t-test », et même quand je fais des projets de consultation, les gens arrivent avec une optique outil. Ils disent « J'ai entendu parler des réseaux de neurones, je veux faire du réseau de neurones ». C'est vraiment, plus on analyse, plus c'est vraiment, je trouve, une façon à l'envers de fonctionner. On identifie la méthode, on regarde les données qu'on a et c'est la combinaison des deux qui vont nous dicter quel outil utiliser. Donc, oui, effectivement, bon, ma réponse ressemble beaucoup à celle de M. Morissette par rapport à l'aspect, les termes qu'il utilisait, c'était descriptif, causal et prédictif. J'aurais dit inférentiel au lieu de causal, mais donc, au bout du compte, ça se ressemble beaucoup. Donc, l'aspect que je voudrais mentionner, c'est, pour moi, qu'est-ce qu'une méthode? Bien, à la base de tout, la clé, c'est l'identification du besoin. Puis pour moi, l'identification, je vois mes étudiants, des collègues, nous, on regarde, on reçoit des données, on pense tout de suite aux outils qu'on va utiliser avec ça. Mais on ne se pose pas assez la question. Quand on reçoit des données, quand on a une problématique, on n'identifie pas toujours assez bien c'est quoi le besoin. Pourquoi cette entreprise-là veut analyser ces bases de données? Pourquoi ce chercheur-là s'intéresse à tel phénomène? Donc, l'identification du besoin, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ce qui va nous dicter la méthode. OK, le besoin est tel, alors ça va être plus une problématique prédictive, ça va être plus une problématique inférentielle ou ça va être, débutons d'abord avec du descriptif. Donc, on identifie le besoin, ça nous donne la méthode à utiliser, on compare, on analyse conjointement la méthode avec les données et ça nous donne l'outil finalement. Merci, super. Monsieur Bourque. Oui, ben, je ne répéterai pas tout ce qui a déjà été mentionné sur l'aspect de la méthode.
L'analogie du coffre à outils est souvent utilisée. Ma formation aussi, c'était une formation de quantitativiste. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'industrie, parce que de mon côté, on parle de l'industrie du sondage, où on tente de faire, où on se tourne plus vers une science qui est, je dirais, prescriptive, c'est-à-dire ceux qui nous amènent une problématique de recherche avec laquelle on va justement aller voir dans le coffre à outils ce qui est le mieux approprié pour eux. Ce sont des entreprises qui veulent vous vendre quelque chose ou des gens, des acteurs au niveau sociopolitique qui veulent vous convaincre de quelque chose. À partir de ces problématiques-là, on va essayer de trouver lesquels outils sont les plus appropriés. Je pense que ma formation de quantitativiste a fait qu'en entrant dans le métier, je voyais, on dit souvent, tous les marteaux voient tous les problèmes en forme de clous. Donc, j'avais toujours j'essayais de tourner en problématique quantitative des éléments souvent où les approches plus qualitatives, traditionnelles, étaient plus appropriées. C'est souvent cette frustration-là qui a fait de moi un chercheur qui s'est beaucoup tourné vers le qualitatif avec le temps. Souvent, je rappelle à mes étudiants, quand on parle de technique ou d'un ensemble de techniques, je leur montre toujours la pipe de Magritte. C'est un peu surfait comme analogie, mais tout ce qu'on fait en recherche, dans le fond, c'est une représentation ou on tente de reproduire une certaine réalité. Puis, le pinceau de Magritte, c'est les techniques qu'on utilise. C'est soit les méthodes quantitatives ou qualitatives. Puis, dans toute représentation, essentiellement, il y a quelque chose où on vient perturber cette réalité-là qu'on souhaite observer. Mon directeur de thèse me disait toujours, quand tu regardes ta problématique en termes de portée limite, la portée m'importe beaucoup moins que l'aspect des limites. C'est cette recherche-là de repousser les limites, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, on tend à vouloir intégrer des nouvelles méthodes, des nouvelles approches, parce qu'on se frappe toujours le nez sur les limites des instruments qu'on a ou qu'on déploie. Mais je vais poser la deuxième question pour un peu, dans le fond, vous redonner la parole, M. Bourse. Vous avez mentionné qu'il y a une certaine variété d'analyses en sciences sociales et souvent, c'est difficile de cerner les différents outils, les différentes méthodes qu'on a à notre disposition. Donc, dans votre travail de tous les jours, quels sont les avantages d'une telle variété? Puis, est-ce que c'est souhaitable, possible de combiner les différentes approches? Oui, en fait, de trouver ou de chercher une certaine complémentarité est tout à fait souhaitable, louable. Souvent, quand on va regarder, ou nous, ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est entre une personne qui est notre répondant ou notre participant à une recherche, qui reçoit un paquet de stimuli, qui les perçoit avec certaines émotions. Ces personnes-là ont des a priori, des valeurs. Ensuite, nous, ce qu'on tente de voir, c'est comment est-ce que ça se transpose par la suite en décision et possiblement en action. Et c'est là où souvent qu'avec l'évolution des méthodes, je dirais, quantitatives, on a vu une certaine évolution à partir où on cherchait des relations de cause à effet en imposant ou en tentant d'imposer une certaine linéarité au comportement humain. C'est un peu l'âge d'or de la régression là, dans notre domaine ou des analyses factorielles. Mais ces éléments-là, ces approches-là avaient aussi certaines limites. On s'est tourné vers d'autres modèles mathématiques par la suite, où on s'est tourné vers l'analyse conjointe, vers des méthodes de choix discrets, où on tentait de reproduire la façon dont les gens prennent effectivement des décisions pour ensuite aller inférer sur ce qui les avait motivés ou non par la suite. Mais là encore, il y a certaines limites où l'analyse qualitative venait combler certains vides dans les approches quantitatives. C'est-à-dire, souvent, on terminait
une approche quantitative où on avait posé 50 questions aux gens, on recevait les résultats, puis on mettait tout ça dans le blender de SPSS ou R aujourd'hui. Et puis, on ressortait de là avec autant de questions qu'on avait de réponses à notre sondage. Et c'est là où on se tournait vers les méthodes plutôt qualitatives, où l'espèce de grand pourquoi nous apparaissait. Puis la plupart du temps, ce pourquoi-là est beaucoup dans le non-dit des gens, alors que le sondage quantitatif, on force des gens à nous dire des choses sur des échelles qui n'existent pas dans leur cerveau. C'est-à-dire, on ne se promène pas dans la vie de tous les jours en mettant tout sur une échelle de 1 à 7 ou de 1 à 10, comme si ça trahissait ou ça traduisait notre pensée. Donc, c'est là où les analyses qualitatives viennent souvent combler des vides qu'on trouve relativement importants. En tout cas, pour essayer de mieux comprendre les gens. Merci. Monsieur Fredette, je vous voyais opiner du bonnet. Je vais vous passer la parole. Pardon. Oui, mais c'est vrai que effectivement, là, je veux dire, c'est un grand avantage là, de combiner les différentes méthodes. Encore une fois, je m'excuse. Je peux difficilement parler correctement de l'aspect qualitatif. On y reviendra plus tard, mais on dit à la blague que notre travail, nous les quantitatifs, c'est de rendre le qualitatif quantitatif. Mais même à l'intérieur de l'angle quantitatif, ça arrive très souvent qu'on combine des méthodes. Une petite définition, je vais essayer d'être bref, mais l'apprentissage qu'on fait avec les données, on va souvent le scinder en 2 catégories. On appelle ça de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est on n'a pas de variable qui nous guide là, avec laquelle on veut faire notre apprentissage. Donc, ça peut être, par exemple, faire une segmentation. J'ai une base de données de clients et je fais essentiellement, pour reprendre l'expression de M. Morissette, je vais faire une analyse descriptive qui va s'appeler une analyse de segmentation et je vais identifier différents segments dans ma base de données clients. Et là, miracle, j'identifie un segment de clients qui quittent ou un segment de clients très, très, très profitables. Donc là, j'ai fait de l'apprentissage non supervisé. Et là, maintenant, j'ai une variable qui m'intéresse. Est-ce que oui ou non la personne fait partie de ce segment-là? Et là, il y a une autre machine méthodologique qui embarque, où là, on va faire de l'apprentissage supervisé. C'est est-ce qu'on peut prédire si quelqu'un va être dans ce bon groupe-là? Est-ce qu'on est capable, avec des analyses causales ou inférentielles, de tenter de déterminer qu'est-ce qui fait que quelqu'un est dans ce groupe-là? Donc, c'est un processus longitudinal, d'une certaine façon, où on va, en cours de route, utiliser plusieurs méthodes différentes à partir de la même base de données, finalement. Bon, c'est un avantage. Madame Delerue, je suis certaine que vous êtes interpellée par le qualitatif qui devient du quantitatif tel que proposé par M. Fredette. Donc, je vous donne la parole. En fait, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut partir de données qualitatives, les transformer en nombres et donc ensuite utiliser des méthodes quantitatives. Et effectivement, la variété des méthodes, qu'elles soient qualitatives, quantitatives, et la variété des outils qui sont sous-jacents, en fait, permettent d'acquérir une compréhension plus approfondie d'un phénomène qu'on cherche à comprendre, à étudier, puisque en quantitatif, on va trouver un lien. Mais le chemin véritable de ce lien-là nécessite finalement peut-être quelquefois, dans certains cas, des études plus inductives, qualitatives, pour pouvoir comprendre les chemins et l'explication de ces liens-là. Donc moi, ça m'est arrivé dans certaines recherches d'avoir des résultats quantitatifs au sens où on fait une hypothèse entre 2 variables, on trouve le fameux existence avec une probabilité statistiquement reconnue que ce lien existe. Mais finalement, pourquoi ce lien existe? Là, maintenant, il va falloir aller fouiller plus loin pour comprendre. Ou alors être dans l'autre sens, c'est-à-dire être sur des méthodes qualitatives où on arrive à explorer, à comprendre que peut-être certains liens existent et on voudrait vérifier si effectivement, sur un nombre plus important, la validité en fait de ces liens et de ces causes qui peuvent se faire dans un phénomène.
Parfait, merci. Et finalement, M. Morissette, le mot de la fin sur cette question-ci. Oui, je suis dans le même bateau que Marc Fredette dans le sens que je fais purement du quantitatif. Ceci étant dit, je peux apporter un certain nombre d'exemples qui illustrent la complémentarité entre les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Le premier exemple est que pendant des dizaines d'années, les économistes se sont demandé pourquoi, en période de récession, pourquoi les entreprises ne baissaient pas les salaires de leurs travailleurs. Pourquoi à la place, les entreprises mettaient des travailleurs à pied plutôt que de réduire les salaires de leur main-d'œuvre. Et les économistes ont roulé des centaines de régressions pour essayer d'arriver avec une histoire, mais toujours sans réponse. Et un jour, un économiste a décidé de rencontrer environ 200-300 CEO d'entreprises américaines et il leur a demandé, en récession, quand les choses vont mal, pourquoi vous ne baissez pas les salaires des travailleurs? Et les CEO lui ont dit essentiellement que baisser les salaires des travailleurs aurait comme impact de réduire le moral de tous les travailleurs et de réduire la productivité de tous les travailleurs. Et c'était essentiellement la raison pour laquelle les entreprises ne baissaient pas les salaires. Et donc, la compréhension des économistes que les économistes avaient de ce mécanisme-là de détermination des salaires, de la rigidité à la baisse des salaires en cas de récession, a fait un bond, non pas suite aux centaines de régressions qui ont été faites, mais suite à ces 200-300 entrevues qui ont été faites avec les CEO des entreprises américaines. Un deuxième exemple est qu'au Canada, souvent on dit que il y a des barrières à la mobilité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que les travailleurs, les travailleuses ne se déplacent pas en province ou en région autant qu'on le voudrait. Et encore une fois, on a roulé plusieurs dizaines de régressions sur la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, jusqu'à ce que je décide, d'en copier un peu l'économiste américain, d'insérer dans certaines questions d'enquête, de demander aux gens, si on vous offrait un emploi dans une autre province, dans une autre région, est-ce que vous l'accepteriez? Et sinon, pour quelles raisons ne l'accepteriez-vous pas? Et la principale raison est que les gens veulent rester en contact avec leur famille, avec leurs amis. Donc, tout leur réseau social qui est fondamental pour leur bien-être est aussi un facteur déterminant de leur décision de mobilité. Et donc, c'est un deuxième exemple dans lequel des questions plus de nature qualitative ont vraiment permis d'augmenter notre compréhension de la détermination des salaires dans le cas des récessions et du degré relativement faible de mobilité que montrent les travailleurs et les travailleuses au Canada et au Québec. Merci pour cette excellente réponse. Oui, M. Fredette. C'est très intéressant ce que M. Morissette dit, puis ça me fait réaliser, effectivement, nous aussi, dans les aspects quantitatifs, on a une variable qui nous intéresse, qu'on veut optimiser, mais il y a tout l'aspect de la mission sociale de l'entreprise ou de l'organisme, etc., qui sont des aspects qui ne sont pas quantifiables et qui sont excessivement importants. Je prends un peu à la blague un exemple. Si on roulait des modèles de machine learning avec du big data pour optimiser l'affluence du spectacle des Francopholies, peut-être qu'en crunchant beaucoup de données, je m'excuse pour le traducteur simultané, en analysant beaucoup de données, on pourrait arriver à la recommandation d'offrir des spectacles en anglais aux Francopholies. Ça augmenterait beaucoup les ventes de billets. Donc oui, il y a un aspect qualitatif important par rapport à la mission de l'entreprise ou de l'organisme qui nous intéresse. Bien, merci. Je vais faire du pouce sur ce que vous venez de dire, M. Fredette.
Et puis, je vais adresser la question à Mme Delerue d'abord. Est-ce qu'il y a une méthode qualitative ou plusieurs? Est-ce que les données quantitatives s'analysent avec une seule et même approche ou plusieurs? Comment on peut synthétiser, dans le fond, les différences entre les différentes méthodes et outils? Donc, je vous laisse distinguer les deux. Bon, alors déjà, pour la première partie de la question, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes qualitatives? Moi, je répondrais que non. Et je dirais que l'hétérogénéité des méthodes qualitatives repose sur plusieurs points. La première question, c'est sur quoi repose l'intérêt de la recherche, puisque les méthodes qualitatives s'appuient sur des mots, et ces mots viennent du langage. Donc, comment est-ce qu'on considère le langage? Est-ce que le langage est un moyen de communication ou un processus de communication? Donc là, déjà, on tombe sur deux façons d'analyser les mots. Soit on fait des analyses de contenu, soit on fait des analyses de discours. Soit le langage, c'est un reflet de la culture, donc on est soit sur des perspectives cognitives, ou soit en considérant que le langage se crée en fonction des interactions entre les individus. Donc on retombe sur, on arrive sur d'autres types de méthodes qualitatives. Et évidemment, ces méthodes-là reposent sur des collectes de données qui sont un peu différentes. Soit on peut aussi se dire qu'on cherche des régularités à travers le langage. Donc, on a encore d'autres méthodes, puisqu'on peut penser à la phénoménographie. On peut chercher à identifier des liens et explorer des relations avec des méthodes qualitatives. Donc, maintenant, on tombe sur les grounded theory, enfin, les théories enracinées. Donc, ou alors tout simplement, celle qu'on retrouve souvent, c'est comprendre un phénomène. Donc, les méthodes qualitatives sont très vastes. Alors, étant de formation, moi aussi, de statistique au départ, j'ai réfléchi à la question de est-ce qu'il y a plusieurs méthodes quantitatives? Alors, je dirais qu'il y a autant il y a plusieurs, mais pour moi, hein, il y a plusieurs méthodes qualitatives en raison de ce que je viens de dire. Mais je me disais, est-ce qu'on peut en dire de même des méthodes quantitatives? Donc, j'aurais l'impression qu'il y a plus d'outils quantitatifs, mais j'ai l'impression que les méthodes quantitatives sont quand même plus homogènes finalement, alors que les outils sont divers. Là, Catherine, je ne me souviens plus de la fin de la question. C'était un peu de voir... Comment on peut synthétiser ces différences-là? Mais je pense que c'est très bien sûr, tout est sur la bonne voie, Hélène. Alors, synthétiser les différences. Là, je vais laisser la place à M. Morisset, peut-être pour... Bon, mais M. Morissette, comme Hélène vous a passé la patate chaude, je vous laisse répondre. Oui, c'est la première fois que je suis dans une course à relais. Au lieu de me passer le bâton olympique, on passe la parole. La patate chaude. Non. Pour moi, en tant qu'économiste, encore une fois, je reviens à la distinction que je faisais au début dans la première question. Et pour moi, il y a plusieurs méthodes quantitatives, plusieurs outils quantitatifs qui vont chercher à répondre à des questions de différentes natures. Et je vais donner quelques exemples pour être très concret. Par exemple, si ma question de recherche est dans des emplois comparables, dans quelle mesure les femmes gagnent-elles des salaires moins élevés que les hommes? À ce moment-là, je vais faire une analyse de régression, une analyse multivariée, dans lequel je vais tenir compte des différents niveaux, des différentes professions, des différents types d'emplois que les hommes et les femmes occupent. Et cette régression-là va me permettre de répondre à la question toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire dans des emplois comparables, quel est l'écart salarial entre les hommes et les femmes? Donc, ça va être une analyse multivariée, une analyse de régression linéaire, dans lequel je vais obtenir probablement que toutes choses égales par ailleurs,
les femmes reçoivent des salaires de 10% moins élevés que les hommes. Donc, une question de nature descriptive. Si maintenant, dans la deuxième partie de l'étude, je cherche à répondre à la question « Quel est l'impact causal d'avoir des enfants sur l'écart salarial homme-femme », c'est-à-dire dans quelle mesure le fait d'avoir des enfants pour les femmes va les pénaliser en termes de croissance des salaires, en termes d'opportunités de promotion et va creuser l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Dans le cas de cette question qui est d'ordre causal, je vais devoir utiliser une autre technique statistique sans entrer dans les détails ici, mais je vais devoir utiliser une autre technique statistique pour pouvoir répondre à cette question-là. Et donc, il y a différentes techniques statistiques, outils statistiques qui, encore une fois, permettent de répondre à différentes questions de recherche de différentes natures. Et ces méthodes-là, en fait, ont été développées en réponse aux besoins de distinguer entre des questions de nature descriptive, de nature causale ou inférentielle, et finalement de nature prédictive. Merci beaucoup. Monsieur Bourque. Oui. En fait, il y a l'étendue des méthodes quantitatives est relativement large, puis les grandes catégories ont été mentionnées par M. Fredette, M. Morissette plus tôt aussi. Ce qu'on voit surtout au cours des 10 à 15 dernières années, c'est beaucoup plus la nature de la donnée qui a changé que les méthodes qu'on emploie. Auparavant, notre sujet d'étude était l'être humain, donc on parlait à l'être humain par le biais de différentes techniques de sondage et autres. Mais maintenant, c'est beaucoup plus la trace que laisse l'être humain sur les plateformes numériques ou dans ses comportements qui sont répertoriés par les entreprises avec lesquelles ils vont interagir. C'est beaucoup plus cette donnée-là qui nous ouvre de nouvelles avenues pour les comprendre. Donc, c'est toute l'apparition de la métadonnée ou du big data qui est venu un peu révolutionner ce qu'on fait maintenant en méthode quantitative. Je pense qu'on est encore un peu en train de se faire la main avec ces méthodes données-là. Mais essentiellement, la grande révolution en termes d'analyse quantitative vient beaucoup plus de la nature changeante de la donnée qu'on observe que oui, il y a de l'intelligence artificielle qui vient modifier la nature des techniques qui sont employées, mais c'est beaucoup plus une révolution dans la donnée qu'on a aujourd'hui, puis qui vient un peu modifier la façon dont on entrevoit le quanti. Alors que au niveau qualitatif, je pense que les outils demeurent relativement les mêmes. Des fois, on va faire des distinctions entre des méthodes qui sont basées sur le langage où on demande aux gens de s'exprimer sur quelque chose versus des méthodes plus d'observation, plus près de l'ethnographie ou de l'observation. Mais ça, c'est l'évolution récente n'est pas la même. C'est-à-dire, mais au niveau quanti, moi, c'est la révolution au niveau de la donnée qui est le grand pas vers l'avant qu'on fait depuis les dernières années. Merci, M. Fredette. Oui, bien, je pourrais complémenter sur deux points amenés par en fait, M. Morissette et Bourque. Tout d'abord, oui, il y a plusieurs outils, mais je crois qu'il y a quand même plusieurs méthodes en quantitatif. Parfois, le même outil peut être utilisé pour deux méthodes complètement différentes. Quand on parlait de modèles inférentiels, modèles prédictifs, ben dans les deux cas, la régression peut être utilisée. Puis malheureusement, les gens ne se rendent pas compte que quand on fait une régression, il faut se poser la question, est-ce que je fais ma régression pour prédire quelque chose ou je fais ma régression pour comprendre quelque chose? Parce que oui, ça va être une régression linéaire, mais la façon de construire le modèle va être complètement différente. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a un aspect de multicollinéarité qui est dramatique pour les modèles d'inférence.
Et pour ce qui est d'un modèle prédictif, la musculonarité, on s'en fout, c'est absolument pas grave. Donc, oui, il y a, même avec un même outil, il y a plusieurs méthodes. Donc, oui, il y a plusieurs méthodes. Et pour venir sur ce que M. Bourque disait, c'est vrai que les méthodes changent beaucoup avec le temps à cause de la nature des données. Je pense qu'on va y revenir. Oups, on vous a perdu, M. Fredette. Donc, comme on vous a perdu, on reviendra temporairement à votre allocution. Est-ce que, oui. Avant, je pense que tu voulais passer à l'autre question? OK. Mais si Frédéric est là, je voulais juste poser une mini-question après aux gens. Oui. Mais On vous a perdu juste un petit instant, M. Fredette. Vous avez... que je suis de retour? Oui, vous êtes de retour. Puis Davidé voulait poser une petite question de précision, donc je lui laisse la parole. Mais, en fait, c'est plus que des précisions pour vous, M. Fredette, c'est vraiment une question pour tous, mais parce que je me mets dans la peau des non-auditeurs et certains ont des connaissances, d'autres peut-être pas, sont juste intéressés. Et là, justement, on est en train de porter sur la table une variété absolument énorme de possibilités. Alors, si on voulait donner un mini-conseil à un étudiant ou quelqu'un qui voulait commencer, et je vois déjà la possibilité de réponse. Quelle est ta problématique, ta question de recherche? D'abord, quels sont tes besoins? Mais rapidement, si vous voulez rassurer nos auditeurs par rapport à cette immensité de possibilités, qu'est-ce que vous leur diriez? Pour les guider ou les rassurer? Démystifier ouais, c'est ça. Parce que pour ce qui est de les guider, c'est que, je suis désolé, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais je voulais juste mentionner que les données maintenant sont longitudinales. On n'avait pas ça avant, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de modèles longitudinales parce que on n'a pas seulement un point dans le temps, on peut avoir plein de points dans le temps, mais ce matin, je discutais dans un cours de consultation avec mes étudiants. Ils font l'analyse, je ne vais pas la nommer, mais disons une compagnie qui loue des vélos à Montréal. Et donc, faisaient une analyse sur l'impact de la publicité. Donc, ils ont les données de publicité, ils ont les données d'utilisation. Mais là, en discutant, on s'est dit, mais là, s'il y a une campagne publicitaire, puis le lendemain, il pleut, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'utilisation. Donc, à l'heure où on se parle, ils sont en train d'aller charger les données de Environnement Canada pour savoir le nombre de millilitres de précipitations à chaque jour pour mieux expliquer. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que je les rassure, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a beaucoup de données externes qui peuvent être excessivement utiles comme variable de contrôle dans vos analyses. Et j'invite vraiment les gens à développer le réflexe, à se poser la question, est-ce qu'il y aurait des données en quelque part qui pourraient m'aider, autres que les données auxquelles j'ai accès présentement? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Je vais te passer bientôt à nouveau la parole, Catherine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait... Je ne vais pas faire nécessairement le tour, mais si quelqu'un de vous a quelque chose à ajouter, je vous laisse la parole. Oui, certainement. Je pense que dans tout exercice quantitatif, encore une fois, je vais me limiter ici au quantitatif. Dans tout exercice quantitatif, la question qui est toujours l'éléphant, ce qu'on appelle l'éléphant dans la chambre ou dans la pièce, est que l'association statistique entre la variable A et la variable B peut être due à beaucoup d'autres facteurs qui jouent un rôle. Et donc, un des défis majeurs en statistique, pour reprendre l'idée de M. Fredette, un des défis en statistique est d'avoir un ensemble suffisamment riche de variables de contrôle pour pouvoir dire que la corrélation que j'observe s'approche
d'une relation causale. Pour prendre un exemple très simple, si je fais simplement une corrélation entre le niveau de scolarité des individus d'une part et leur niveau de revenu, je vais trouver une corrélation positive en général. Mais cette corrélation-là n'est pas nécessairement causée par le niveau de scolarité. Elle peut cacher le fait que les individus qui ont des niveaux de scolarité plus élevés ont des habiletés plus grandes, ont un quotient intellectuel plus grand. Et si je suis incapable de tenir compte, de contrôler pour ces niveaux d'habileté différents ou ces quotients intellectuels différents, il est difficile d'aller plus loin lorsque j'essaie d'interpréter la corrélation positive entre éducation au niveau de scolarité. Donc, j'ai besoin d'une part d'un ensemble de variables de contrôle suffisamment riches et parfois même j'ai besoin de ce qu'on appelle une expérience naturelle, un natural experiment qui va mettre les individus, qui va être l'équivalent de mettre des individus dans des laboratoires de façon quasi aléatoire. Est-ce que Mme Delorue ou que M. Bourque, vous voulez un peu répondre? Oui, allez-y. Oui. Moi, je vais avoir une réponse peut-être plus émotionnelle parce que je pense que quand on fait le choix d'une méthode, c'est aussi lié à notre propre cerveau puisque de toute façon, ces méthodes-là ont été développées par des cerveaux différents. Là, moi, j'ai pris le chapeau qualitatif et je retrouve la partie quantitative en moi quand j'entends les collègues en quanti. Mais je pense qu'on a une forme de rationalité. Moi, je dis souvent aux étudiants, d'abord, on ne choisit pas les méthodes qualitatives parce qu'on a peur des méthodes quantitatives, parce qu'on a peur des chiffres ou des statistiques. On n'a pas besoin d'être statisticien pour faire des statistiques, en tous les cas en gestion et en management. On a une problématique, on utilise des outils qui demandent des connaissances, mais dont l'usage a été démocratisé par les logiciels qui sont quand même souvent assez conviviaux. Si on parle de SPSS, ça reste quand même des logiciels accessibles comparativement à d'autres, ou voire même d'autres où on met la main dans la machine et on utilise en fait les statistiques pour répondre à des questions, ce qui ne signifie pas être statisticien. Donc ça, c'est une chose très importante puisque c'est ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire le choix de la méthode Cali parce qu'on a peur de la méthode Quanti. Et l'autre chose, je dirais aussi qu'après, indépendamment de cette partie-là, je trouve que le choix d'une méthode vient aussi de l'individu, c'est-à-dire on est sensible à quoi? Est-ce qu'on est sensible aux mots ou est-ce qu'on est sensible aux chiffres? Donc, la faisabilité de la recherche dans ce sens-là, c'est un point d'ailleurs que je voulais aborder là, c'est vraiment par rapport à l'individu lui-même. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Il y a des personnes qui ne sont absolument pas convaincues par les méthodes quantitatives parce qu'ils estiment, admettons, qu'un questionnaire ne peut pas évaluer on peut pas évaluer la confiance sur une échelle de 1 à 5. Donc, ils considèrent que c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers le Cali. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ce point de vue-là. Donc, c'est un peu une réponse plus émotionnelle là, que technique. Si je peux ajouter aussi, souvent, on va au moment de formuler sa problématique de recherche, disons, quantitative, on va laisser toute l'espèce de coffre à outils qualitatif de côté, alors que pour aller tester la validité de nos indicateurs quantitatifs, d'insérer ou d'intégrer une méthode qualitative peut être extrêmement porteuse. Deux très petits exemples très courts. On voulait développer un indicateur au niveau pour calculer la prévalence de la violence conjugale. Et puis, on avait développé un indicateur qui était basé sur un certain nombre de gestes violents et la fréquence à laquelle ces gestes-là étaient posés. On pensait qu'on avait un indicateur qui était merveilleux. On est allé le tester en qualitatif auparavant, puis ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on manquait à peu près la moitié de l'histoire. C'est-à-dire que en administrant notre indicateur à nos participants et nos participantes au groupe de discussion, ils nous ont dit, bien, ces gestes-là arrivent jamais, mais j'ai constamment peur que ces gestes-là surviennent.
Donc là, on s'est dit, bien, il y a eu tout un aspect de la violence conjugale qu'on n'avait pas intégré dans notre indicateur. Encore une fois, le marteau avait vu le problème en forme de clou, alors que là, on a intégré dans notre indicateur une perception du danger, ou c'est-à-dire jusqu'à quel point on pense que le danger est imminent, même si le geste n'est jamais posé. Donc, le CALI a contribué à améliorer notre outil, notre indicateur quantitatif. Donc, même au moment de développer sa problématique de recherche puis de la transformer en mesurable, le CALI peut aussi être complémentaire aux méthodes quanti facilement, surtout dans des méthodes plus traditionnelles en sondage. Parfait. Bien, merci à tous les quatre. Je pense qu'on reviendra dans le mot de la fin sur comment rassurer nos étudiants. On ne va pas vous lâcher sur cette question-là. Moi, j'aimerais revenir. Bon, par exemple, M. Fredette, vous avez parlé beaucoup d'apprentissage automatisé. Je crois que c'est M. Bourque où vous avez parlé, dans le fond, de la révolution des données qui vient surtout des nouvelles données qu'on va collecter. Donc, est-ce que les pratiques d'analyse qui utilisent de l'apprentissage automatisé, donc ce qu'on appelle en chinois du machine learning, sont en train de substituer d'autres pratiques ou se positionnent avec un rôle de complémentarité? Et puis ici, je vais encourager nos auditeurs à aller peut-être, ceux qui ne l'ont pas écouté, la première séance où on avait M. Boulier qui nous présentait les 3 types de données, dont les dernières données qui sont les données qui viennent du web, qui viennent des sites corporatifs des entreprises, des médias sociaux, etc. Donc, il a fait une caractérisation de ces 3 types de données-là. Donc, bon, évidemment, on peut faire de l'apprentissage automatisé sur des entrevues, du qualitatif, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça sur des énormes jeux de données. Donc, est-ce que l'avènement de ces nouvelles méthodes-là nous amène vers une transition qui cherche d'une certaine façon à numériser ou quantifier les méthodes qualitatives à grande échelle? Ce qu'Hélène Vidot de Lerue nous a mentionné au départ, on peut faire du quanti avec du quali, mais est-ce qu'on est capable de faire ça à une très, très grande échelle? Donc, est-ce qu'on peut faire du qualitatif avec des mégadonnées en utilisant l'apprentissage automatique ou automatisé, par exemple? Donc, M. Bourque ou M. Fredette, l'un d'entre vous, s'il veut commencer à répondre. Ben, très, très rapidement, il est possible. Comme Mme Delarue le disait aussi, on s'intéresse beaucoup au langage en qualitatif, mais maintenant, si vous disposez de dizaines de millions de tweets qui utilisent les mots pour décrire une certaine réalité, ben on peut, sur une base quantitative, faire une espèce de méga-analyse qui essentiellement porte sur le langage. Donc oui, il est possible d'avoir une approche quantitative avec des données de nature qualitative. C'est effectivement possible. Donc, je ne sais pas si M. Fredette veut ajouter, mais effectivement. Bien, il y a plusieurs éléments là, à cette question-là. Bien, tout d'abord, c'est vrai que pour revenir au point de M. Bourque, auparavant, il y a vraiment une révolution au niveau des données et je suis quand même content de voir que les gens en prennent de plus en plus conscience. Il y a une dizaine d'années, je demandais à mes étudiants à 8h30 du matin, je dis, vous venez d'arriver en classe, est-ce que selon vous, il y a des données qui ont été collectées sur vous depuis votre réveil? Il y a 10 ans, les gens ils étaient aucunement conscients, ils disaient non, pas du tout. Puis là, maintenant, quand je pose la même question, ils vont dire, ben oui, j'ai utilisé mon téléphone ce matin, donc mes recherches sur Google ont été notées. Je me suis déplacé en voiture, il y a des données de trafic. J'ai utilisé le chauffage, c'était mesuré en quelque part, ma carte puce. Donc, il y a énormément de données et les gens en prennent de plus en plus conscience. Moi, personnellement, je ne trouve pas, pour revenir à la question, que c'est en train de vraiment de substituer d'autres pratiques. Je pense que c'est plus une question de complémentarité, comme le point qui est amené dans le chat par Jacinthe. Je veux dire, ça aide le machine learning qui vient du big data ici.
ça nous donne beaucoup d'informations au niveau descriptif, ça nous donne beaucoup d'informations au niveau prédictif. Mais par contre, au niveau de la causalité, on peut pas utiliser, c'est très difficile d'utiliser le machine learning pour faire de l'inférence statistique, par exemple. J'ai envie de dire presque impossible. Donc, c'est complémentaire. Ça nous aide pour l'analyse descriptive, mais pour un paquet de questions de recherche, le machine learning ne va pas nous aider. Mais c'est vrai, pour finalement venir sur le dernier point de M. Bourque, on a tellement de données maintenant que ça devient de plus en plus possible de quantifier des choses qui étaient difficilement quantifiables auparavant. Par exemple, nous, au TED3 Lab, mon laboratoire de recherche, on fait des expériences en expérience utilisateur, donc des gens qui utilisent un site web, une application. Et avant, pour mesurer leur expérience, à quel point les gens avaient apprécié l'expérience, on avait la fameuse question de 1 à 5, comme Mme Delarue mentionnait. Est-ce que vous avez aimé l'expérience ou non? Tandis que maintenant, avec une webcam, on peut tenter d'inférer les émotions faciales. Donc, comme moi, présentement, tantôt, Mme Baudry a remarqué que je pinais de la tête. Donc, mon non-verbal par ces machines-là peut être d'une certaine façon quantifié pour tenter d'inférer un peu mon émotion par rapport à ça. On a des outils comme un oculomètre qui va mesurer la dilatation de la pupille pour tenter de mesurer ma charge cognitive. Il y a aussi les données EEG, mais là, on est plus dans le futur, là, parce que c'est pas demain là, qu'on va avoir des casques EEG sur la tête. Mais par rapport au mouvement des yeux, aux réactions faciales, on tente maintenant de quantifier les émotions qui auparavant étaient presque exclusivement analysées de façon qualitative. Merci. Monsieur Morissette, est-ce que c'est des choses qui entrent dans votre quotidien ou Oui, le point que je veux faire est complémentaire à celui de M. Fredette, c'est-à-dire au niveau de la capacité ou les limites des mégadonnées en termes d'analyse inférentielle. Lorsque les mégadonnées sont arrivées, plusieurs personnes pensaient que ça devenait le nirvana au niveau analytique, qu'on serait capable de répondre à toutes les questions de recherche. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée et la capacité des chercheurs et des chercheuses à répondre à des questions de recherche de nature causale dépend non seulement d'avoir un ensemble de données riches, mais dépend d'autres conditions comme telles. Et je vais vous donner simplement un exemple pour mettre les choses très concrètes. Alors, à Statistique Canada, on a une base de données qui s'appelle le fichier longitudinal de travailleurs qui inclut 100% des travailleurs et des travailleuses au Canada et on les suit de 1989 à 2019. Donc, un fichier longitudinal de 31 ans avec 100% des travailleurs qui sont reliés à 100% des entreprises canadiennes comme telles. Et l'on sait pour chaque travailleur et chaque travailleuse si le travailleur ou la travailleuse est syndiqué ou non. Alors, imaginez que votre question de recherche est quel est l'impact de la syndicalisation des entreprises sur leur productivité ou sur leur profitabilité. Alors, vous allez peut-être penser qu'avec la base de données que nous avons à Statistique Canada, que nous pouvons répondre à cette question de nature causale-là? La réponse est non. Nous ne pouvons pas répondre à cette question de recherche-là de nature causale. Pourquoi? Parce que les firmes qui sont syndiquées et les firmes qui ne sont pas syndiquées probablement sont différentes sous un ensemble de dimensions qui ne sont pas observables aux statisticiens et aux économètres de Statistique Canada.
Et donc, on peut faire une analyse multivariée de corrélation, avoir une corrélation conditionnelle et de dire, si je tiens compte de toutes les variables que j'ai dans ma base de données, comment la productivité ou la profitabilité diffère entre les firmes syndiquées et les firmes non syndiquées. Mais si je ne suis pas capable, par exemple, de contrôler pour la qualité de la gestion dans les firmes syndiquées et dans les firmes non syndiquées, j'ai une variable omise qui va contaminer ma corrélation et je ne serai pas capable de répondre à cette question-là de nature causale. Je ne serai pas capable de répondre à cette question-là de façon rigoureuse. Donc, la venue des mégadonnées augmente certainement les possibilités d'analyse en général, mais n'est pas une solution miracle lorsqu'on cherche à répondre à des questions de nature causale spécifiques. Et par exemple, dans le cas que je viens de mentionner, l'impact causal de la syndicalisation sur la productivité des entreprises ou sur leur profitabilité est une question qui ne peut pas être répondue de façon rigoureuse, même avec une base de données qui contient 100% des travailleurs canadiens et 100% des firmes canadiennes. Merci. Vous avez suscité beaucoup de questionnements chez moi. En fait, je me posais la question, quand une personne répond à un questionnaire, est-ce qu'elle vous dit la vérité? Monsieur Fredette, vous avez évoqué les mesures oculaires quand les gens regardent un site web. Le chercheur qui est dans un groupe de discussion ou en entrevue avec une personne lit beaucoup le non-verbal de la personne en face d'elle. Donc, comment valider la donnée? Est-ce que la personne qui répond à un questionnaire nous dit la vérité? Comment on s'assure de la validité de la réponse? Est-ce que la donnée qu'on collecte est véridique? Je pense par exemple aux gens qui répondent au sondage et qui disent exactement le contraire de pour qui ils vont voter, par exemple. Puis ils vont faire quelque chose d'autre complètement différent dans l'urne pour brouiller les pistes d'une certaine façon. Donc, comment on s'assure que les gens soit nous disent la vérité ou soit on élimine une partie des répondants qui visiblement nous ont dit n'importe quoi. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vous passe la parole, M. Morissette, puisque vous êtes devant moi. D'accord. C'est une question fort difficile, très difficile. Dans le cas de certains répondants, on peut penser qu'il va y avoir un biais ce qu'on appelle un biais de justification. Par exemple, si j'ai eu une très mauvaise performance dans mon dernier emploi et que suite à ce dernier emploi, mon employeur m'a congédié, lorsque je réponds à une enquête, peut-être, et qu'on me demande la raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi, peut-être au lieu de dire que j'ai été congédié, peut-être que je vais répondre que j'ai quitté de façon volontaire ou que j'ai été mis à pied à cause de manque de travail au sein de l'entreprise. Donc, cette question-là de biais de justification est certainement présente. Et c'est à l'analyste ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Si on vous demande, je dirais, votre âge, en général, ça ne devrait pas être une question trop sensible. Si on demande à la personne son âge, ça ne devrait pas être une question trop sensible, ou sa province de résidence, ça ne devrait pas être une question trop sensible. Dans certains cas, il est possible pour les agences statistiques, pour certaines variables quantitatives, il est possible de les vérifier en intégrant les données que l'on collecte aux données administratives, par exemple, en intégrant certains enregistrements d'enquête aux données d'impôt, du rapport d'impôt que vous produisez à ce moment-là. Et donc, juste pour donner un exemple,
Si dans l'enquête, vous répondez que vous êtes dans votre emploi, que vous êtes membre d'un syndicat, à ce moment-là, dans votre rapport d'impôt T1, vous devriez payer des cotisations syndicales et on peut donc valider si votre réponse au niveau de la syndicalisation correspond à ce qu'on observe dans votre rapport d'impôt. Cependant, cela n'est faisable que pour un nombre restreint de variables. Pour plusieurs variables, je dirais, plus comportementales, par exemple, votre satisfaction à l'égard de la vie, votre satisfaction à l'égard de votre emploi, il n'y a aucune donnée administrative qui peut être analysée. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il faut que l'analyste soit toujours sur ses gardes lors de l'interprétation des données. Merci. Monsieur Fredette, comme je vous ai interpellé, je vous donne la parole aussi. Je vais juste, excusez-moi si je vous interromps, juste pour rappeler aux participants de commencer à poser leurs questions sur le chat de Zoom, les participants en salle de lever la main et aussi les gens qui sont sur LinkedIn et qui sont en train de nous écouter. Vous pouvez commencer à écrire votre question sur les commentaires parce que nous avons encore 25 minutes et on est capable de répondre à quelques questions. Donc, allez-y sans peur. Désolé, monsieur Fredette, allez-y. Pas de problème. Donc, c'est clair que les questionnaires, ça a ses limites. Comme M. Morissette vient de le mentionner, est-ce que la personne nous dit vraiment la vérité? Est-ce qu'elle ose nous dire la vérité? Aussi, comme Mme Delerue mentionnait, quand on... ça a une certaine limite là, sur une échelle de 1 à 5. Si je réponds 3 sur mon expérience, est-ce que mon expérience était moyenne tout le long ou c'était 1 la première moitié du temps, c'était 5 la deuxième moitié du temps? Donc, quand je vous parlais des autres mesures, je veux que ça soit clair, je n'oserais jamais dire que c'est la solution et que les mesures là, d'expression faciale et mouvement des yeux, c'est le Saint Graal, là, pas du tout. C'est un peu le Far West, on a beaucoup à apprendre avec ça. Mais c'est clair pour moi que c'est une corde supplémentaire, je veux dire un marteau supplémentaire à notre coffre à outils. Parce que ça va nous amener des éléments de temporalité. Ce que ça veut dire, c'est que si la personne utilise navigue sur un site web pendant 30 minutes, mais là, on va être capable d'identifier les moments dans le temps où il y a eu une réaction faciale. Donc, on a une temporalité. Donc, il y a ce grand avantage-là, où si, par exemple, la personne répond à des questions, si on mesure de la sudation, ça peut nous donner une indication sur à quel point la personne est à l'aise de répondre ou pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bruit, et en fait, il y a du bruit avec ces outils-là qu'on n'a pas avec des données de questionnaire. Si je suis en train de naviguer sur un site web et je me rappelle que j'ai oublié d'éteindre le four chez moi, ça va se voir dans mon visage, mais ça n'a absolument aucun rapport avec ma navigation sur le site. Tandis que dans les données de questionnaire, ce biais-là d'émotion non liée à l'expérience, c'est quelque chose qui est très, très dur à mesurer. Donc, c'est une corde supplémentaire à l'arc, mais on a encore beaucoup à apprendre à cet effet-là. Moi, j'essayais de relier la question de Jacinthe sur justement les outils de causalité. Et puis, en vous entendant parler, je me demandais si, justement, d'observer la personne qui répond au questionnaire en ligne, il y avait moyen d'inférer que la personne nous dit la vérité quand elle répond à la question X. Mais vous avez justement soulevé la problématique de la personne qui se souvient qu'elle a oublié d'éteindre son four. Et puis là, il y a un visage catastrophé qui apparaît à l'écran. Donc, je vais passer la parole à Mme Delerue, justement, pour vous interpeller du côté, mettez votre chapeau Cali ici, quand le chercheur interprète ce que la personne lui dit avec le non-verbal. Oui, en fait, je pense que
on dit toujours que dans les recherches qualitatives, on a cette validité interne parce qu'on est en présence du répondant, qu'on est capable de comprendre de voir si la question qui est posée est un peu gênante, chose qu'on ne peut pas voir pour quelqu'un qui répond à un questionnaire. Mais il n'en reste pas moins que ce que dit un individu, c'est ce qu'il veut bien dire. Ce que répond un individu sur un questionnaire, c'est ce qu'il veut bien répondre aussi. Donc, il y a forcément un biais à ce niveau-là. Et c'est là où interviennent justement les différentes méthodes et les différentes façons de collecter des données, de manière à faire une triangulation. Hein, ça se fait déjà au sein des questions, puisqu'on fait parler, quand on fait des entrevues phénoménologiques, effectivement, on fait parler la personne et on la fait répéter, on lui demande des exemples et on pense qu'à un moment donné, elle va peut-être, si jamais… Étant donné que j'ai fait des questionnaires avec des gens qui m'ont menti, mais que ça se voyait, mais qu'est-ce que… Bon, sur des questions managériales, hein, il y a une chose qui est très claire, c'est que quand on interroge des gens sur la performance, ils vous parleront toujours de quelque chose de performant et jamais de quelque chose qui a une absence de succès. Donc, si vous voulez absolument, de manière déroutée, les amener à parler d'un échec quelconque, eh bien, ils vous ramènent toujours et puis au final, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Donc, c'est une forme de biais, ça, qu'on retrouve aussi dans les recherches qualitatives. Mais pour rebondir sur l'objectif de cette rencontre-là, c'est de dire, voilà, justement aussi d'où la base, en fait, de l'importance des différentes méthodes et de la variété des méthodes et de l'usage de plein de méthodes. Un peu ce que disait M. Morisset par rapport aux questions où on fait des recoupements avec une déclaration fiscale, etc. Là, c'est une autre façon, c'est une façon de trianguler. Mais le problème apparaît quand même en recherche qualitative. On ne peut pas dire parce que quelqu'un lève les yeux qu'il est… on peut l'interpréter comme on veut, en fait. Et on rentre dans énormément de subjectivité. Donc… Merci. Vous avez parlé de triangulation. J'aimerais entendre M. Bourque, justement, sur les outils de sondage qu'on utilisait notamment pour prédire les résultats des élections où, dans les années passées, on s'est trompé, mais de façon assez phénoménale. Donc, il y a une certaine triangulation des données qui s'est ajoutée aussi. J'aimerais vous entendre particulièrement sur ce point-là, M. Bourque. Ouais, en fait, il y a deux phénomènes. Toutes les recherches longitudinales ont démontré que les fameux sondages électoraux sont en fait de plus en plus précis. C'est une mesure assez simple, c'est-à-dire que c'est un comportement isolé que tout le monde comprend à peu près de la même façon. Ça s'analyse relativement facilement. Là où l'élément de la triangulation, comme on en discutait, devient intéressant, puis je reviens un peu à ce que je disais au tout début, étant donné qu'en recherche commerciale, souvent, on essaie de savoir quel stimuli va avoir un impact sur le comportement des individus. On s'aperçoit souvent, quand on a utilisé les outils issus des neurosciences, on peut appeler ça comme ça, on s'aperçoit qu'il y a souvent une assez bonne convergence entre ce que les gens vont nous dire et ce que les gens ont, ou ce que leur visage, ou comment ils ont été trahis par leurs émotions faciales ou le mouvement de leurs yeux. Puis quand il y a des éléments de convergence, ça devient très intéressant pour le chercheur aussi de les comprendre. Mais quand il y a des éléments de divergence, c'est tout aussi intéressant à analyser. Puis je pense que la possibilité de combiner les deux, c'est-à-dire ce que les gens nous déclarent puis ce que les gens ne nous déclarent pas, encore une fois, ça nous permet d'être meilleurs en termes de comme chercheurs. Puis souvent, même dans la donnée quantitative, là où les méthodes qualitatives deviennent complémentaires aux méthodes quantitatives, des exemples, il y en a plein. C'est-à-dire, quand les gens répondent à un questionnaire, qu'ils soient face à un agent ou que ce soit auto-administré, ce qui tend à réduire un peu le biais de désirabilité sociale, mais même dans ces cas-là, le répondant ne fait que répondre aux questions qu'on lui pose.
les 100 000 autres questions qu'on aurait pu lui poser, il ne pourra jamais y répondre, on ne lui a pas demandé. Donc, c'est sûr que c'est une vision très partielle de la réalité. Puis on s'est cassé le nez un peu sur cette question-là, entre autres en posant à des nouvelles arrivantes à Montréal s'ils avaient vécu des gestes discriminatoires depuis leur arrivée à Montréal. On était dans la marge d'erreur du 0. Alors qu'en entrevue, semi-dirigée, la liste d'épicerie des gestes discriminatoires que ces personnes-là avaient vécus, on n'aurait pas le temps de passer au travers. Mais donc, entre demander si quelqu'un a été victime de gestes discriminatoires et le fait d'en avoir réellement vécu, c'était deux réalités totalement différentes. Donc, ici, le Canty nous instruisait très peu, parce que la question posée n'était pas la bonne. Donc, encore une fois, la complémentarité entre les méthodes, puis souvent même entre ce que les gens nous déclarent et ce qu'ils ne nous déclarent pas, là aussi, il y a une complémentarité qui devient intéressante. Merci beaucoup. Je vais aller à certaines questions qui nous ont été posées, puis je vais en poser quelques-unes sur les mégadonnées. On nous demande si elles sont propices à trouver des causalités en utilisant, par exemple, des équations structurelles. On a parlé un peu du Far West en termes de mégadonnées. On examine aussi une autre question qui nous dit, est-ce que du qualitatif utilisant des mégadonnées, c'est possible? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment parler de rigueur avec les mégadonnées? Donc, je vous laisse à qui veut répondre en premier sur rigueur, Far West, causalité, qualitatif avec mégadonnées. Donc, vous avez un grand choix. Je pense que la dernière sur la rigueur m'était adressée. Là. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais ce que je mentionnais, c'est quand je parlais que je pense que je donnais l'exemple du quelqu'un qui a oublié d'éteindre son four pendant l'expérience, mais il y a énormément de bruit et pour ce qui est de la je vais prendre le terme rigueur, puis je vais peut-être parler de le remplacer par diminuer le biais. Si on fait l'expérience sur 10 personnes, cet événement-là va affreusement bruiter les données, mais si on fait l'expérience sur 200 personnes, je ne peux pas croire qu'il y en a 50 qui vont avoir oublié d'éteindre leur four. Donc, c'est pour ça que les grands échantillons, ça nous aide grandement. Quand une mesure a beaucoup de bruit, peut changer beaucoup d'une personne à l'autre, il faut un plus grand échantillon. Et là, dans ces situations-là, donc, les mesures dont je parlais tout à l'heure, les nouvelles mesures de culométrie, etc., même s'ils sont parfois coûteuses à obtenir, il y a une belle promesse derrière ça, mais c'est pas en le faisant sur 6 personnes qu'on va être capable d'avoir une mesure précise. La rigueur va venir avec les grands échantillons. Peut-être que je peux ajouter quelques commentaires ici. Les grands ensembles de données, les mégadonnées, augmentent les opportunités d'analyse, mais ne sont pas une condition suffisante pour pouvoir faire des analyses de causalité. Alors, je me positionne comme analyste à Statistique Canada et les travaux de recherche d'analyse qu'on fait, un des principaux auditoires pour ces travaux-là, ce sont les décideurs et les décideuses politiques au gouvernement fédéral à Ottawa comme tel. Et donc, pour eux, de pouvoir savoir si le facteur A cause une augmentation, oui ou non, du facteur B, est une information très importante parce que ça leur permet d'identifier les leviers politiques en termes de politique économique et sociale qui sont sous leur contrôle et qui peuvent être efficaces comme tels. Et encore une fois, même si on a des données sur 100% des individus au Canada, ce n'est pas une condition suffisante pour pouvoir répondre à une question
de recherche de nature causale. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que les individus s'auto-sélectionnent dans différents programmes sociaux, s'auto-sélectionnent dans des entreprises, parce que les entreprises diffèrent de façon non observable en termes de qualité de la gestion, en termes d'un ensemble d'investissements, en termes de machinerie, en termes d'un ensemble de dimensions qui ne sont pas observables aux statisticiens ou à l'économiste comme tel. Donc, maintenant, ceci étant dit, malgré ces limites des mégadonnées, malgré qu'elles ne sont pas une panacée pour répondre aux questions de nature causale, elles augmentent la probabilité que l'on puisse répondre à des questions de nature causale. Pourquoi? Parce que, par exemple, des données de 100% vont nous permettre de mesurer avec précision les comportements des individus dans différentes régions au Canada dans le temps. Et ce faisant, ces données-là vont générer des variations régionales dans la temporalité de certaines variables. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que le déclin du secteur manufacturier a réduit les salaires des travailleurs au Canada? Alors, si j'ai des données, des mégadonnées de 100%, si le déclin du manufacturier a vraiment réduit les salaires des travailleurs au Canada, à ce moment-là, l'implication logique est que les régions au Canada qui ont eu une forte baisse du secteur manufacturier devraient, toutes choses égales par ailleurs, connaître des baisses plus prononcées de leur salaire sur une période de 10 à 15 ans que les régions qui n'ont pas connu de déclin du secteur manufacturier. Donc, en générant des variations spatiales au niveau de la temporalité de certaines variables, les mégadonnées procurent des mécanismes d'identification statistique qui permettent, dans certains cas, d'identifier des causalités, chose que les enquêtes conventionnelles avec 50 000 ou 100 000 ménages ne pourraient pas faire parce qu'elles ne pourraient pas atteindre ce niveau de précision-là au niveau régional comme tel. Donc, pour résumer, les mégadonnées ne sont pas nécessairement une condition suffisante pour des analyses de causalité, mais elles peuvent augmenter la probabilité de pouvoir faire de telles analyses. Merci pour cette réponse très exhaustive. Monsieur Bourque ou Madame Delerue, avez-vous quelque chose à ajouter pour répondre à cette question-là? Allez-y, allez-y. Non, allez-y. Ben, ça va être relativement court, mais je me dis toujours, c'est pas parce qu'il existe beaucoup de quelque chose que ça a beaucoup de valeur. Essentiellement, avec de la mégadonnée, par exemple, Google est capable de suivre l'évolution du virus de la grippe aux États-Unis juste par le nombre de gens qui demandent des conseils sur comment la traiter en ligne. Donc, dans ce cas-ci, avoir beaucoup de données sur beaucoup de visiteurs, ça permet de faire des choses assez intéressantes, même des études sur comment on peut, juste par le parcours de navigation, comprendre comment des jeunes se radicalisent aux États-Unis. Ça a énormément de valeur. Mais si vous vouliez utiliser, par exemple, ça a déjà été fait, si vous voulez utiliser, par exemple, tout ce qui se dit sur la twittosphère pour mieux comprendre l'élection provinciale au Québec en ce moment, ben, vous ne comprendrez rien sur les Québécois parce qu'encore une fois, c'est une infime minorité de Québécois qui sont sur Twitter et qui encore moins qui commentent. Donc, ce qui se dit sur Twitter, sur la campagne électorale, ça en dit beaucoup sur la personne qui écrit le message, mais ça ne nous dit rien sur la société. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de quelque chose que ça a beaucoup de valeur. Madame Delerue. Oui, en fait, ça complète un peu ce qui a été dit là, parce que la question, semble-t-il, était liée à la méthode qualitative. Alors, c'est vrai que dans les mégadonnées, donc on a beaucoup de textes, on a des photos, on a des vidéos, etc. Mais
les méthodes qualitatives dépendent de la nature de la donnée aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'on pourrait avoir énormément de textes, en fait, ce que je veux dire, c'est et de faire des analyses qualitatives à partir de logiciels qui vont retrouver des extraits de texte. Et puis, bon, c'est sûr que c'est très fastidieux comme travail, mais ce n'est pas impossible. Mais les mégadonnées, c'est un ensemble de données. Si là-dedans, on a des données numériques, bon, on ne peut plus être sur du qualitatif. Donc, la réponse à la question « est-ce que le mégadonnées peut être traité par des méthodes qualitatives ?» dépend de la nature des données qu'on a au départ, puisque de toute façon, les méthodes qualitatives s'appliquent à des données qualitatives. Et puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est la question de recherche. Qu'est-ce qu'on veut aussi trouver? Donc le tout, ce n'est pas uniquement d'utiliser des mégadonnées. Ouais, merci. Il y a une question intrigante dans la boîte de clavardage et ça fait un peu référence à ce que vous avez mentionné au niveau dans le fond, de la science du comportement et de la façon dont on peut inférer les différents comportements, soit dans les régions, comme vous l'avez mentionné, M. Morissette, ou M. Bourque, au niveau des comportements des différents individus. C'est la question sur la simulation. Et moi, je me souviens d'un graphe présenté par Theresa Tam où les simulations de la COVID et comment elle va se répandre dans la société, les simulations qui dataient d'il y a peut-être un mois ou deux, et ce qui s'est avéré comme étant le taux ou le nombre de cas de COVID, et les points se trouvaient directement sur la ligne de prédiction moyenne. Et moi, ça m'avait beaucoup surpris à l'époque que les simulations aient été si justes qu'on s'est comporté exactement comme ce qui avait été prédit. Bon, c'est sûr que dans la simulation, puis les analyses prédictives, on n'est pas du tout dans les mêmes types d'analyses, mais je voulais vous poser la question de savoir, est-ce qu'on est capable d'utiliser la mégadonnée pour justement aller chercher davantage d'informations, ou c'est en triangulant toutes les informations qu'on a pour essayer d'inférer un certain comportement de différents types d'individus ou dans différentes régions? C'est une question peut-être un peu complexe. Donc, comme il nous reste 5 minutes... Un point que j'ai envie d'amener qui lie un peu la simulation avec les résultats de sondage, c'est, je pense que, puis je m'en rends encore plus compte en lisant les commentaires sur Twitter, la littératie statistique. Il faut bien comprendre la notion de marge d'erreur parce que, tu sais, on dit, les sondages se sont trompés dans des élections. Mais là, pour la courbe, ils sont exactement dessus. Moi, je fais la prédiction que mardi, il y a plein de gens qui vont dire que les sondages se sont affreusement trompés parce qu'ils ont dit que ce parti-là allait finir deuxième, mais finalement, il a fini cinquième. Ben, l'écart entre le deuxième et le cinquième, présentement, c'est à l'intérieur de la marge d'erreur. Donc, c'est un peu quand on fait des simulations, des extrapolations, on monte. Puis quand on monte des sondages, on met juste une valeur. On ne met pas la marge d'erreur. On ne met pas un intervalle de prédiction. Les gens seraient capables de faire la distinction entre la statistique et l'astrologie ou le tirage de cartes. On n'a pas des boules de cristal. Nous, on prévoit que ça va être ça avec cette grosse marge d'erreur-là, puis il ne faut pas nous juger si on est exactement sur le point. Il faut juger si 19 fois sur 20, on est à l'intérieur de la marge d'erreur. Donc, ce qu'on mentionne, là, ça me fait penser beaucoup qu'il faut bien comprendre la notion de marge d'erreur. Il faut arrêter de regarder un seul chiffre. Il faut regarder l'intervalle de valeur pour être capable de bien juger la qualité de travail des analystes. Je pense aussi que il faut vraiment considérer le phénomène qu'on essaie de prédire ou d'extrapoler dans le temps, la nature du phénomène. Si vous essayez si le phénomène que vous essayez de prédire, par exemple, est l'évolution de la pyramide d'âge au Canada, de la structure de la population par groupe d'âge au Canada,
ces phénomènes-là sont très, je vais utiliser un terme anglais, sont très sluggish, sont très visqueux comme tels. Et donc, nous connaissons présentement les taux de mortalité par groupe d'âge, nous connaissons les taux de naissance au cours des dernières années. Et donc, de construire un modèle de simulation pour simuler l'évolution démographique au Canada est une entreprise beaucoup moins téméraire que d'essayer de simuler le taux d'emploi au Canada en 2040, par exemple, parce que le taux d'emploi au Canada en 2040 va dépendre de l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle sur l'automatisation des tâches et précisément va dépendre dans quelle mesure ces changements technologiques-là vont augmenter la demande de travailleurs versus vont éliminer le besoin de travailleurs. Donc, deux phénomènes différents. Un premier phénomène, l'évolution de la structure d'âge au Canada et deuxièmement, l'évolution du taux d'emploi, du pourcentage de gens qui vont avoir un emploi au Canada. Sur la même période, le deuxième phénomène, l'évolution du taux d'emploi, est beaucoup plus difficile à prédire, à simuler que l'évolution de la pyramide d'âge. Et pour terminer, un exemple que j'aime souvent apporter, à la fin des années 90, lorsque le ICT, Information and Communication Technology, était en train de se développer, si vous aviez demandé aux économistes dans une conférence quels sont les secteurs qui vont être en plus forte croissance dans les années 2000, la plupart des économistes au Canada vous auraient dit que ça va être un des secteurs du ICT, un des secteurs de l'Information and Communication Technology. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 2000? Quels sont les deux secteurs qui ont augmenté le plus au Canada? La construction et l'exploitation pétrolière. Alors, on parle ici d'une tentative de prévision, pas sur 50 ans plus tard, mais au cours de la prochaine décennie. Et encore une fois, la difficulté de simuler ou de prédire dépend de façon fondamentale du phénomène que l'on cherche à étudier. Je vous remercie de ce commentaire. Étant une chercheuse en économie de l'innovation, je suis très au fait de l'incertitude qui est reliée à l'innovation. Donc, vous avez bien fait le sommaire de tout ça. On va devoir malheureusement nous arrêter maintenant, mais je vous encouragerais à vous joindre à nous dans les prochaines séances, mais notamment aussi particulièrement lors de la dernière séance où on va aborder l'éthique des données. Parce qu'on a parlé, dans le fond, de triangulation des données, on a parlé aussi de données provenant des neurosciences, de la lecture des émotions des gens à l'écran. Donc, je suis certaine qu'on va aborder ça lors de notre dernier panel sur l'éthique. Donc, je vais vous remercier chaleureusement au nom de toutes les personnes qui vous ont écouté. Et puis, j'espère vous compter parmi nous lors d'autres événements pour nous poser des questions. Et merci beaucoup. On va vous applaudir. Ici, on est quelques-uns dans la salle. Donc, vous avez des vrais applaudissements plutôt que les petites mains qui apparaissent dans le fond dans les écrans Zoom. Donc merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. On se revoit dans 2 semaines. Ceux qui veulent se joindre à nous, encore une fois. L'enregistrement va être disponible avec la traduction quand on a reconstruit les fichiers pour les besoins de la chose. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.